Et c'est l'heure de retrouver Michel Topman pour le livre de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler art. Bonjour Michel Topman. Bonjour Valérie. Bonjour Hector Obalk. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'art, critique d'art, historien d'art. Vous avez fait de nombreuses émissions sur Arte, notamment, des séries dans des journaux, Libération par exemple, et vous avez publié de nombreux livres. Et là, vous venez avec un livre qui est très original, parce que ça a le goût d'une BD, ça ressemble à une BD, mais ce n'est pas vraiment une BD. Alors, quelle est la différence avec une BD ? Ça a l'apparence d'une BD parce que c'est des cases, si vous voulez. C'est différent d'une BD parce que ce n'est pas dessiné. Une BD, c'est une bande dessinée et que je n'ai pas reproduit, je n'ai pas fait des dessins de Michel-Ange se promenant dans la Sixtine avec sa casquette sur la tête, mais j'ai reproduit des œuvres de Michel-Ange. Enfin, la chose nouvelle, si vous voulez, c'était un rêve depuis longtemps. C'était comment faire pour lire des livres d'art. Je ne sais pas si ça vous arrivait, moi, très souvent, quand j'étais jeune, je lisais des livres d'art. Vous avez lu plus que moi, je suppose. Il faisait référence soit à un détail, soit à une œuvre que je ne connais pas, et celle-là n'était pas sous les yeux tout de suite. Donc voilà, c'était l'idée nouvelle, c'était de faire une fausse BD, une sorte de kaléido, j'appelle ça, qui simplement fait courir un texte sur des images et qui demande beaucoup de travail de... Oui, alors le livre s'appelle Michel-Ange, en un seul texte et 1000 images. Oui, il y a 1000 images, ou à peu près. Disons, il y a exactement 432 images, mais les deux tomes feront 1000 images. Et alors pourquoi Michel-Ange ? C'est juste que j'avais plus de docs sur Michel-Ange, que c'est très compliqué à faire ce genre de livre, parce qu'il ne faut pas seulement aller chercher des images chez les agences de photos, il n'y en a pas. Je fais tellement de détails, il y a tellement une telle profusion de détails qu'il fallait avoir une énorme doc pour pouvoir faire ça. Alors il y a des choses qui frappent. Il y a des choses qui frappent en regardant les images. Par exemple, la chapelle Sixtine, le plafond de la chapelle Sixtine, le caractère incroyablement érotique des fresques au cœur du Vatican. On pourrait dire sensuel, disons. Oui. Érotique, je ne sais pas. Et homosexuel. Sans doute, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le... Et Michel-Ange était homosexuel. Qui sont, en effet, il y a beaucoup d'hommes qui ponctuent, qui sont des hommes nus, qu'on appelle des inudis. Inudis, c'est un mot savant pour parler seulement d'eux. Qui sont des hommes qui, une vingtaine, comme ça, qui ponctuent toute la chapelle Sixtine, qui est une chapelle catholique. On peut se demander pourquoi. Je ne sais pas très bien exactement, parce qu'il n'y a pas d'autres exemples de chapelle catholique qui possèdent autant de nus d'hommes. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que le nu d'homme passionnait Michel-Ange et qu'il a révolutionné la manière de dépeindre un nu. Alors, ce qui frappe aussi, c'est la profusion de références bibliques et de références à l'Ancien Testament, puisqu'il y a la Pietà, il y a le Christ, mais il y a les patriarches. Bon, vous les citez les uns après les autres, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, etc. Ça, c'est votre sélection ou c'est représentatif de l'œuvre de Michel-Ange ? J'ai tout mis. Donc, c'est jamais ma sélection. Moi, je travaille toujours sur des bases de données entières de tout l'œuvre d'eux. Donc là, je suis allé jusqu'à la Sixtine, juste qu'on se situe. La Sixtine, c'est un peu au premier tiers de sa vie. Et donc là, il a 4 ans pour peindre un plafond immense qui fait plus de 500 mètres carrés. Et dans ce plafond, qui est celui d'une chapelle catholique, je le répète, il ne représente pas Jésus-Christ, il ne représente même aucun épisode du Nouveau Testament. Il ne s'agit que de l'Ancien Testament, en l'occurrence de la Genèse. Il s'agit de relire l'Ancien Testament avec les yeux du Nouveau Testament. Moi, j'explique tout ça très simplement, très rapidement, parce que moi, ça ne m'intéresse pas tellement d'ailleurs d'expliquer que ce que représente un tableau. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer en quoi il mérite d'être vu. Parce que si c'est pour expliquer pourquoi le Christ descend de la croix, ça vaut pour tous les tableaux, y compris les plus grosses croûtes de l'humanité. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Michel-Ange et pas à son voisin qui serait un mauvais artiste? C'est bien parce que c'est Michel-Ange. Pourtant, le sens du tableau est exactement le même. Donc on en fait trop sur l'iconographie et on n'en fait pas assez sur le goût des tableaux. Et moi, mon point à moi, avec mes détails, c'est d'essayer de faire sentir que Michel-Ange n'est pas connu, célèbre pour rien. Oui, alors je préciserai pour les téléspectateurs qui nous regardent que ce livre est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'art pour être touché, pour être sensibilisé. Non. Mais puis-je ajouter que les spécialistes auraient beaucoup de choses à y apprendre, non pas en termes d'information, parce qu'elle est quasiment réduite au minimum, mais en termes de visualité. Je suis sûr que les spécialistes de Michel-Ange, même ceux que j'ai pu fréquenter, n'ont pas vu de si près les dents de Bacchus que j'ai montrées dans mon bouquin. Et si vous avez ce regard-là, c'est aussi parce que vous êtes un homme de télé ? Parce qu'on est à l'époque de la vidéo, de la télé, de l'image ? Pas du tout. C'est parce que je suis fondamentalement un critique d'art et pas un historien d'art. Ça veut dire que je m'intéresse à ce en quoi une œuvre est digne de notre jugement et non pas
de faire comme si, ça y est, il n'y a pas de problème, on sait que c'est un génie, quoi qu'il arrive, un génie fait des chefs-d'œuvre, et maintenant on va essayer de chercher quel est le contexte historique et quelle est leur signification. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion même de l'art, elle doit venir du fait de savoir juger, savoir regarder. Donc la télévision n'a été que l'instrument que j'ai découvert à l'âge de 40 ans pour essayer de faire passer, en gros, le goût des choses. Moi, je ne fais que montrer, je montre et je compare. Et c'est par l'évidence de la comparaison que les gens disent « Ah ouais, il a raison ». Ou pas. Et qu'est-ce que vous espérez d'un lecteur qui vous dise quoi? Quand il s'agit de l'art, et notamment l'art du passé, le j'aime pas presque n'a plus lieu d'être. Tellement les gens se sentent honteux de ne pas avoir aimé ou apprécié. Ils disent, mais bien sûr que j'aime, bien sûr que c'est très bien. Tout d'un coup, ils peuvent voir qu'à l'intérieur de la Sixtine, il y a des œuvres qui sont bien plus belles que d'autres. Que tout ce qu'il a fait à la fin de ses 4 ans de travail entre 1508 et 1512 est bien meilleur que ce qu'il a fait au début, qu'il a donc seulement en 4 ans perfectionné son art, amélioré son style de façon spectaculaire. Si les gens peuvent voir ça, tout d'un coup, je pense qu'on leur donne bien plus que les informations qu'il y a dans Wikipédia pour connaître les dates de naissance et de mort de Michel-Ange, dont je n'ai rien à faire. Vous parlez des arts, vous êtes un spécialiste de l'art, un critique d'art. Vous avez l'impression que l'art est noyé dans la culture aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire par là? Je veux dire que aujourd'hui, la notion de culture est très large. Oui, c'est normal. Elle inclut la cuisine, elle inclut la décoration, elle inclut le fait qu'il y ait des éditions de livres qui font des BD comme les miennes, et puis elle inclut aussi les grandes œuvres d'art du passé. Et pour vous, on peut être un critique et un spécialiste des arts fondamentaux et apprécier les cultures contemporaines, la culture contemporaine? C'est pas que je confonds tout, je ne confonds rien, et je suis tout à fait d'accord pour inclure l'art dans la culture. Mais ça n'empêche pas de faire des hiérarchies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être ni non plus dans la tour d'ivoire, consisterait à penser qu'il n'y a que le grand art qui existe. Merci beaucoup, Hector Obal. Je vous en prie. Merci beaucoup, Michel Topman.